Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Oser briller. Alors aujourd'hui, je reçois une personne que j'ai rencontrée dans mon voyage à Bali, une femme merveilleuse que j'ai adoré découvrir. Bonjour Luciana, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur mon podcast. Bonjour Tracy, bonjour à tout le monde et merci à toi de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente de partager ce moment avec toi. Merci, merci beaucoup. Alors, j'ai beaucoup de choses que j'aimerais aborder avec toi, mais peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Luciana, je suis la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle le Bulletin des Étoiles, qui est une plateforme d'astrologie où je propose des cours, des formations, des ateliers. Par ailleurs, voilà, je suis entrepreneur depuis 5 ans maintenant, entrepreneur nomade depuis que je me suis lancée. J'arrête pas de voyager un peu partout dans le monde. Et qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Je suis d'origine argentine, enfin, je suis née en Argentine et je suis arrivée en France à l'âge de 19 ans pour faire mes études. Et depuis, voilà, je m'épanouis entre la France et le monde et j'ai 36 ans maintenant. Waouh! Déjà, je trouve que tu as un parcours extraordinaire pour avoir discuté avec toi, le fait d'avoir complètement changé de pays, le fait d'être entrepreneur, d'être nomade, de t'être lancé dans ce domaine qui est l'astrologie. Et d'ailleurs, peut-être que tu peux nous en parler. Donc, tu as fondé le Butin des Étoiles. Toi, c'est quoi ta relation à l'astrologie? Comment est-ce que tu es rentrée dans cet univers-là? Comment ça s'est présenté à toi? Alors, je pense que c'était une rencontre d'âme, tu sais, quand c'est un peu prédestiné, mais voilà, t'imaginais pas du tout ça parce qu'à la base, j'ai pas du tout un profil. Voilà, moi j'ai fait des sciences humaines à la fac, j'ai fait Sciences Po, j'étais dans le côté relations internationales. C'était pas du tout, voilà, ni le bien-être, ni la spiritualité ou d'autres types de choses. Et en fait, j'ai eu une sorte d'appel. Un jour, j'ai vraiment eu envie de m'initier dans l'astrologie. Je pense que j'étais une période de ma vie où je cherchais à mieux me comprendre moi-même. Et j'avais l'impression en fait d'être très tiraillée entre différentes parties de moi, justement, entre des parties très actives qui avaient envie de contribuer, qui avaient envie de s'élancer, d'autres parties un peu plus, on pourrait dire passives, qui avaient envie plutôt d'être dans une énergie plus féminine. J'arrivais pas à comprendre en fait comment tout ça, ça pouvait vraiment habiter à l'intérieur de moi. Et en fait, en m'initiant en astrologie, j'ai pu comme nager dans la complexité de mon être et avoir des réponses. Alors, je dis toujours, quand j'ai commencé, comme j'étais assez cartésienne, les réponses que je trouvais avec l'astrologie, en fait, je les ai prises de manière très symbolique, en me disant, bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, en ayant toujours le doute, mais ça m'aide énormément à me penser, à réfléchir sur moi. Et en fait, ça m'a permis aussi d'y aller sans trop de rejet ou de résistance, tu vois, de vraiment de plonger. Et puis, je suis tombée amoureuse des mythes, des histoires, des symboles, des archétypes. Ça a complètement apporté quelque chose de très poétique dans ma vie que je n'avais pas auparavant dans mon parcours. Waouh! J'adore comment t'en parles parce que ça se voit que c'était un coup de cœur, c'était un appel et que vraiment, tu sais, c'était une évidence en fait. C'était pas bon, bah tiens, Complètement. ici je m'intéressais à l'astrologie, c'est que limite c'est venu à toi, c'est l'astrologie qui est venue te chercher. C'est ça. Et je l'ai senti quand à la fin de mon premier cours, on avait un cours toute la journée, je suis sortie et je me disais, mais j'ai adoré et je veux encore plus. Et c'est impressionnant. Et je le sentais vraiment dans le corps. Tu vois, c'était pas que quelque chose de mental, c'était vraiment dans le corps, la passion, la satisfaction, l'inspiration. Donc, c'était, ouais, voilà, c'était l'amour de ma vie. Oui, un amour de ma vie que j'avais rencontré enfin. Waouh! Et tu vois, au début, tu disais que tu t'es tournée vers l'astrologie parce que tu avais besoin de te découvrir, de te comprendre. Comment est-ce que tu es passée de j'ai besoin de découvrir l'astrologie pour me comprendre à mais en fait, je vais créer une plateforme d'astrologie? Parce que c'est ce que c'est le bulletin des étoiles. D'ailleurs, peut-être que tu peux nous en parler un peu sur ce que tu fais sur cette plateforme. Oui, alors je pense que c'est assez un parcours que beaucoup de personnes vivent, c'est-à-dire j'ai découvert un outil, cet outil m'accompagne, m'aide, je me rends compte de plein de choses et ensuite je me dis ça pourrait aider d'autres personnes en fait. Et j'ai commencé bien évidemment par du coup me former moi, me comprendre moi et forcément, enfin il y a un phénomène un peu général qui fait que quand tu te formes en astrologie, beaucoup de proches et des personnes autour de toi te demandent ah mais tu saurais me dire, tu pourrais regarder mon thème astral. Les gens s'intéressent en tout cas dans mon milieu, les gens s'intéressaient un petit peu à ça et je me rendais compte en fait que c'était très
très aidant et que ça donnait vraiment des clés. Et du coup, petit à petit, en fait, au bout d'un moment, j'étais déjà entrepreneur depuis 2 ans. Ça ne me remplissait pas à fond ce que je faisais à ce moment-là. Je faisais du marketing pour les entrepreneurs du bien-être, mes 2 premières années d'entrepreneuriat. Et en fait, à un moment, bah, il y a eu aussi les voyages qui m'ont fait comprendre des choses sur moi et tout. Et à un moment, je me suis dit, non, je vais vraiment ce qui me passionne, ce que je peux faire non-stop, sans être payée, vraiment avec beaucoup d'amour. Et je sens que ça contribue à mon développement et au développement des autres personnes, c'est l'astrologie. Alors, j'y vais. Donc, j'ai commencé finalement en 2020 à vraiment partager des choses avec l'astrologie, avec les énergies du moment, toujours avec une vision qui faisait appel, je disais toujours aux personnes, voilà, j'ai décrypté les lunes, nouvelle lune ou pleine lune, je disais toujours aux gens, mais surtout, fiez-vous à votre discernement, en fait. Ne prenez Mm. pas cette information par voilà, un fait inéluctable. Confrontez ce que je vous dis à votre réalité, à vos sentiments. Donc, vraiment dans une approche voilà, des libertés aussi, hein, de l'astrologie comme un outil pour nous aider, mais chacun reste libre et maître de sa propre vie. Et voilà, et c'est comme ça qu'en fait, ça a commencé à résonner chez les gens. Puis, il y a eu le Covid. C'était en 2020, c'était une période où on avait, je pense, on était en quête d'essence énormément. On avait besoin de comprendre qu'est-ce qui était en train de se passer dans le monde. Et donc, du coup, je pense que l'astrologie, déjà, ça avait apporté beaucoup de choses. J'avais fait en janvier 2020 une masterclass qui s'appelait la grande déconstruction, quelque chose comme ça, tu vois, et on avait parlé des énergies de l'année 2020 comme voilà, quelque chose qui allait vraiment remettre en question beaucoup de choses. Et je pense que voilà, ça a donné du sens à ce qu'on traversait et je me suis rendu compte aussi qu'il y a non seulement l'effet que ça peut avoir sur l'individu, mais l'effet aussi sur le collectif, en fait, de donner du sens aux épreuves que nous traversons finalement en tant que société. Waouh, merci. Merci pour ce que tu fais. C'est hyper intéressant et en fait, ça se voit aussi que dans la façon dont ça s'est transformé pour toi, tu vois, c'est vraiment ce côté de bah, ça vient du cœur et j'ai envie de vous apporter ça, j'ai envie de contribuer grâce à cet outil qui, moi, m'a transformé, qui, moi, m'a beaucoup aidé. Et comment est-ce que je peux utiliser ce cadeau pour aider le maximum de personnes possibles qui, elles aussi, résonnent avec ça. Donc, waouh, merci beaucoup de faire de faire ça. Et, euh, et tu vois, avec le bulletin des étoiles, donc tu parles beaucoup par rapport à l'astrologie, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que toi, tu appréhendes cette notion de empuissancement, de reprendre son pouvoir. Tu le disais tout à l'heure, à chaque fois, tu disais aux personnes, mais ayant votre propre discernement. Et je sais que c'est un sujet qui revient beaucoup en astro. Donc, comment est-ce que toi, tu l'appréhendes, ce sujet de bah, je vais utiliser l'astro pour vous aider à reprendre votre pouvoir personnel sans que vous soyez dans une forme de dépendance et dans un manque de discernement, justement. C'est une super question parce que c'est vraiment, je pense, un sujet de fond en astrologie et c'est très difficile d'ailleurs de vraiment être dans cette approche. Moi, je dis souvent à mes élèves que ce que je leur apprends, c'est aussi parce que je suis un peu passée par tous les extrêmes. C'est-à-dire que moi-même, en ayant besoin de réponses et en ayant besoin de mieux me comprendre, je suis passée par des périodes où je me définissais complètement par rapport à mon thème astral, où j'étais vraiment un point de ouais, je me suis mise un peu en dépendance par rapport à ça, à tout suranalyser, parce que l'astrologie peut être super mentale et ça peut vraiment nous faire monter dans la tête. Et en fait, je pense que j'ai fait tous les écueils et les erreurs possibles et je me suis rattrapée, entre guillemets. Je me suis rendu compte aussi quand j'étais en train de perdre mon pouvoir, quand j'étais en train de trop analyser les gens par rapport à leur thème astro, quand ça venait s'immiscer dans mes relations, faire des choses qui n'étaient pas très sympas et très sincères et voilà, et très simples en fait. Et je me suis remise en question. Et du coup, à partir de là, j'ai aussi trouvé ma façon d'avoir une relation avec l'astrologie. Donc, en fait, je dis souvent que l'astrologie, c'est pas juste l'outil, il y a aussi une relation qu'on entretient, nous, avec l'astrologie. Et cette relation, elle va être, on va dire, de plus en plus dans une sorte de soumission tant qu'on pense vraiment que les mouvements des planètes vont venir nous impacter, c'est-à-dire vont venir impacter nos actions, vont venir vraiment impacter trop fortement nos émotions. Et moi, je dis toujours, c'est un peu
En fait, c'est un peu comme la météo, c'est-à-dire que voilà, il peut neiger et avoir de la pluie, et tu choisis en fait aussi de si tu es complètement down et triste, ou si, ou si tu fais avec et tu es bien en fait. Il y a pas de déterminisme. J'essaie de placer en fait le déterminisme astrologique, pardon, comme d'autres déterminismes en fait. Le lieu où tu es né, la famille dont tu viens, en fait, tout ça, c'est d'autres choses qui te déterminent. Et j'aime bien aussi cette vision de dire peut-être qu'il n'y a pas une relation des causes à effet, en fait, si forte que l'on croit, et que c'est plutôt une relation des synchronicités. C'est peut-être une relation où, en fait, grâce à ce qui se passe dans le ciel, on peut lire les énergies, mais il n'y a pas forcément les planètes qui nous font ça ici en bas, tu vois ce que je veux dire? Donc, vraiment d'essayer de danser, d'avoir d'autres approches pour ne pas se mettre dans ce côté, OK, il y a des forces plus grandes que moi qui me déterminent, et je n'ai pas de sphère d'influence. En fait, ça me dépasse et je n'ai pas de pouvoir d'action là-dedans. Et donc, pour moi, bah, du coup, comment j'essaye pour déjà voir tous ces écueils, tu vois, déjà voir tous ces écueils, comprendre la relation qu'on tisse avec l'astrologie, et ensuite, pour que ça soit un puissant ensemble, pour moi, il y a vraiment quelque chose dans l'astrologie que je pratique, j'appelle ça une astrologie évolutive, c'est-à-dire qu'il y a toujours une manière d'amener un plus haut niveau de conscience dans les énergies. Et donc, du coup, on peut toujours choisir en fait où se placer par rapport au niveau de conscience, si on utilise les énergies de manière un peu instinctive et brute, ou si on se place, on prend un peu de hauteur et on comprend mieux les choses. Et il y a toujours cette idée de aussi, bah, voilà, prendre toujours comment ça résonne pour toi, t'es branché à ton cœur, t'es branché à tes émotions, tu vois, il y a quelque chose de plus vivant en fait. D'abord, choisis pour toi et ensuite regarde ce qui dit ton thème, et ensuite fais l'analyse. Tu vois, d'abord, c'est quelque chose comme vis d'abord ta vie et ensuite regarde et analyse qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, si tu veux d'ailleurs. Mais il y a vraiment cette notion c'est toi qui décides à la fin, tu vois. Tu peux avoir le thème que tu veux avec des choses très difficiles, mais à la fin, tu auras toujours l'impact en fait pour développer ton potentiel comme tu veux, pour amener tes énergies dans la direction que tu veux. Waouh, j'adore. En fait, c'est vraiment reprendre son pouvoir. Tu vois, on n'est pas victime de. Et d'ailleurs, je le vois beaucoup sur Instagram, par exemple. Oh, Mercure rétrograde, alors il ne faut pas faire ça, etc. Et en fait, bah non, non, Mercure rétrograde, ok. Mais moi, si je reviens dans mon pouvoir à moi, qu'est-ce qui résonne avec moi? Est-ce que j'ai envie de prendre mon billet d'avion maintenant? Ben oui, en fait, tu vois. Bien sûr. Et ouais, c'est vraiment se reconnecter. En fait, ouais, je comprends complètement ce que tu partages. C'est vraiment utiliser. En fait, c'est utiliser l'astrologie pour soi et non pas comme un outil qui va venir. Contre soi. C'est ça, qui est là, qui a plein d'effets, plein d'influences, et toi, bah, tu es juste victime ou tu subis. En fait, on ne subit pas les Mm. Mm. énergies, ni Mm. aucun déterminisme, comme tu dis. Mm. Ok, waouh. Bah, merci beaucoup, j'ai trouvé ça tellement passionnant. J'adore ta vision de l'astrologie, comment tu amènes les choses et comment tu utilises cet outil pour empuissancer et non pas pour désempuissancer en disant, ben voilà, voici les faits, c'est comme ça, tu es comme ça et il faut que tu vives avec. Mais non, non, non. Non, et c'est fou parce que même je me suis rendu compte avec moi, mais je le vois aussi avec mes élèves, c'est rassurant aussi de croire qu'il y a quelque chose qui nous détermine. Donc, ça nous demande de nous poser des questions sur nos propres biais cognitifs et sur notre propre façon de fonctionner, où en fait, on cherche à se définir quand même, ça nous donne une certaine sécurité. Donc, c'est pour ça, et pour moi, c'est important voilà, j'y vais doucement avec mes élèves, tu vois ce que je veux dire? Je comprends qu'on ait besoin de passer aussi par un stade où on a besoin peut-être de se suridentifier. Tu vois, comme on dit qu'il y a le syndrome de l'étudiant en médecine, où les étudiants en médecine, quand ils font leur parcours, à un moment, ils s'identifient à tous les symptômes. Ils pensent qu'ils ont toutes les maladies parce qu'ils s'identifient à tous les symptômes. Il y a un côté un peu comme ça, on a l'impression qu'on a tout ça en nous, mais c'est une étape, en fait. Après cette étape-là, on peut passer, on peut créer quelque chose de plus équilibré, de plus nuancer aussi dans la relation, et donc d'y aller doucement vers effectivement placer l'astrologie à sa juste place par rapport à nos envies, et surtout revenir toujours pour moi la clé un peu c'est l'introspection. En fait la connaissance de soi elle est à l'intérieur, et je parle toujours de cette union entre la sagesse
du ciel, on va dire, la sagesse des astres, tout ce qu'on peut lire à travers le ciel et la sagesse intérieure. Et c'est là où pour moi la magie se passe quand ce qui émerge de moi, ce qui est présent pour moi peut rencontrer cette sagesse. Là, il y a comme une illumination, une transcendance d'une certaine façon qu'on peut réussir à avoir ou qui peut nous éclairer. Ouais. Oui, oui, mais complètement. Et j'adore, j'aime beaucoup la façon dont tu abordes le sujet. Et en effet, c'est vrai qu'on peut facilement vouloir, comme un doudou, tu sais, quelque chose à laquelle on se raccroche en disant, bah, je suis comme ça. Et de façon générale, moi, je l'observe beaucoup dans le monde spirituel en général. C'est ce côté, bah, je m'y accroche. Ah mais non, mais on m'a dit que. Ah non, mais ça, c'est mes vies antérieures. Ça, c'est mon karma. Je suis comme ça. Et en fait, bah non, si tu te remets dans ton pouvoir à toi, tu peux prendre les choses en main et c'est toi qui décides. Et comme tu dis, c'est comment est-ce que tu viens allier tes énergies à toi et ton intuition et ce qui est présent au fond de toi avec le monde qui t'entoure, en fait. Et en fait, c'est se connecter au monde, se connecter à soi pour mieux se connecter au monde qui nous entoure. Ouais, j'adore la manière dont tu le décris, oui. C'est ça. Mm. Ouais, merci beaucoup pour ces partages, Luciana. Et par rapport à ça, justement, il y a un autre sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est que on parle de l'astrologie, on parle de ce domaine qui peut être abstrait pour certaines personnes. Et pourtant, tu as réussi à faire une entreprise à succès. Tu vois, aujourd'hui, toi, tu as 10 personnes dans ton équipe et vraiment, bah, le Bulletin des Étoiles, c'est une entreprise, c'est une plateforme qui fonctionne super bien. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as réussi à développer, à poser des fondations solides, d'un business basé sur l'astrologie pure? Tu vois, là, on parle pas de coaching ou des choses, à laquelle, souvent on se «raccroche» entre guillemets. Donc comment est-ce que tu as réussi à développer une entreprise, solide, sur, ce thème qui est l'astrologie? Mm. Alors, je pense qu'il y aurait plein de choses à dire, donc quoi que je dise, je pense que ça va être un peu partiel, mais je vais essayer. La première chose, c'est que en tout cas, je peux te dire peut-être des erreurs que je n'ai pas commises. Par exemple, tu vois, le fait de me dire parce que c'est une passion, je ne vais pas faire payer les gens pour mon service. Tu vois, il y a des choses que pour moi, c'était très clair que c'était ma passion. En fait, il y a quelque chose qui pour moi est très clair, c'est que si c'est ma passion et que j'ai envie de faire ça de manière durable, j'ai besoin d'avoir un soutien économique, tu vois. J'avais pas, moi, je pouvais pas compter sur, je sais pas, sur des aides ou sur d'autres choses où je pouvais me dire, bah, j'attends ou je fais ça et peu importe si l'argent rentre ou pas. En fait, il y a quelque chose comme, pour moi, des très évident que si on veut quelque chose, pérenniser quelque chose, on a besoin d'abord de pérenniser la base financière et économique parce que c'est ce qui va nous permettre, en fait, de tenir dans la durée et de prendre soin de nous. Parce qu'en fait, du moment où on n'a pas de modèle économique, on n'a pas de rentrées d'argent, bah, au bout d'un moment, on va devoir peut-être aller faire autre chose, reprendre d'autres boulots, tu vois. Donc, pour moi, ça a été souvent assez clair. Et j'avais vraiment une envie de contribution. Donc, j'ai souvent mixé un peu Tu vois, j'ai donné énormément de contenu gratuit. Voilà, là, ça fait 5 ans que j'écris des newsletters 2 fois par mois. Il y a des posts tous les jours sur mon compte. J'ai fait plein de masterclass gratuites et je continue à en faire. C'est quelque chose qui est pour moi vraiment dans la générosité, en fait. Est-ce que ça peut éclairer les gens? Tu vois, vraiment, c'est un service. Pour moi, je dis toujours à mon équipe dans le bulletin des étoiles, en fait, le contenu, les questions d'introspection, amener les gens à se poser des questions et les aider, ça fait partie de notre modèle, même si c'est complètement gratuit. Mais on veut vraiment apporter de la qualité, de la valeur dans nos partages. Et ensuite, j'ai construit quelque chose qui, derrière, permettent aux gens d'aller plus loin, qui leur permettent d'avoir une vraie valeur, un vrai bénéfice, vraiment faire, voilà, apprendre. Donc, il y a quelque chose qui est beaucoup dans la formation, mais aussi dans la transformation. Donc aussi, voilà, faire un processus de transformation. Donc, voilà, j'ai mis en place des programmes et après, je me suis fait accompagner aussi, donc c'est pas des choses que j'ai faites toute seule comme ça de rien, mais ouais, oser créer des programmes, avoir la foi dans le fait que ces programmes étaient transformateurs, les vendre et les améliorer à chaque fois avec les retours de mes clients. Tu vois, quelque chose ouais, pour moi, je sais pas, il y a quelque chose de ce que je fais, j'essaye de mettre vraiment le plus de valeur que je puisse faire et voilà. Et donc, du coup, j'ai pas de mal, entre guillemets, à me faire payer pour ça. Alors que je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui, dans ces milieux,
il y a quelque chose de l'ordre de, ouais, il faudrait être un peu dans le don, il faudrait vraiment offrir tout gratuitement. Et on peut offrir gratuitement tant que à côté, on peut aussi, il y a quelque chose qui nous soutienne. Sinon, au bout d'un moment, on s'épuise et c'est pas durable. Ouais, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu partages et tu as commencé par ça, c'est que c'est ta passion et en fait, si, souvent quand on est entrepreneur, c'est qu'on a envie de faire quelque chose de notre passion ou ça peut être d'autres sujets, mais souvent c'est que c'est quelque chose, tu sais, qui vient des tripes, qui vient du cœur de: «Ah mais je ça me parle et j'ai envie d'en faire quelque chose» et souvent on a cet écueil de se dire: «Bah, parce que c'est ma passion, bah, c'est un peu un hobby et donc je suis pas censée me faire payer pour ça» ou du moins c'est, j'ai du mal à demander de l'argent pour ça et toi, ce que j'adore, c'est justement, si tu veux vivre de ta passion et ben, il faut que tu arrives à demander de l'argent pour ça. Il faut que ça soit lucratif et bien sûr, il y a toute cette notion de, générosité qui va avec parce que, bah, c'est, tu sais, la balance des choses. C'est pas que je prends ou que je donne, mais vraiment, une notion d'équilibre et dans le partage que tu fais, moi, ce qui ressort beaucoup, c'est, bah, déjà cette notion d'équilibre, mais c'est aussi, il y a j'ai beaucoup entendu le fait de, bah, cette générosité mais en fait, je suis une entreprise, mais je suis aussi dans cette générosité, je donne et ça vient du cœur, tu vois? Mm. Donc si, Mm. je sais pas si toi tu le notes comme ça, mais là, moi, je me suis notée, en fait, une des clés du succès, c'est d'être généreux et de donner avec le cœur et la vie te le rend parce que, bah, tu ça va avec le cœur. Franchement, oui. Pour moi, c'est sûr qu'il y a quelque chose comme ça. C'est clair, c'est évident. Mm. Ouais. Ouais, en fait, c'est ça, c'est fait avec le cœur et ça va se ressentir et donne avec le cœur et apprends aussi à demander pour que tu puisses continuer à prospérer et cetera et voilà. En fait Mhm. Et dans la structure, en fait, c'était très rapidement, c'était très évident, en fait, que plus je faisais des programmes et je les faisais payer et je faisais rentrer de l'argent, bah, plus j'avais du temps pour me consacrer à l'écriture, soit d'un livre, soit des posts, ou plus j'avais du temps aussi ou de l'argent pour embaucher mes élèves, pour qu'ils m'aident à créer du contenu. En fait, il y avait vraiment quelque chose de... C'était très fluide, en fait. Voilà, c'est en fait, ça nous donne les ressources pour pouvoir faire plus, pour pouvoir faire mieux, pour pouvoir apporter plus de qualité. Donc, tu vois, c'était c'est un facile. cercle vertueux et tu parlais du fait d'embaucher tes élèves et cetera et il y a aussi le fait de en fait, je permets aussi à d'autres personnes peut-être de vivre de leur passion et je leur ouvre cette porte parce que moi, je me suis d'abord autorisée à le faire et donc je permets à d'autres de enfin, c'est magique, j'adore. Mm. Ouais, bah, je pense ouais, on est là pour se soutenir. Et oui, l'entrepreneuriat, alors pour moi, vraiment, l'entrepreneuriat, pourtant, je suis un peu celle qui lead mon business, donc je suis la tête, mais pour moi, depuis le début, c'était une aventure collective. Tu vois, moi, je me suis lancée, j'ai demandé à ma sœur de m'aider sur le graphisme. J'avais une autre copine, bon, aujourd'hui c'est une copine, mais à l'époque, on se connaissait pas trop bien, qui a commencé à me donner un coup de main sur la plateforme, sur monter les choses pour faire payer les masterclass et compagnie. Mais en fait, dès le début, je savais que toute seule, j'arriverais nulle part. En fait, c'est la même chose qu'avec l'argent, en fait, la gestion des ressources. Tu as besoin d'argent pour pouvoir tenir dans la durée, mais tu as besoin des soutiens et des personnes qui vont t'aider pour pouvoir aussi ne pas exploser, crouler sous la charge, parce au bout d'un moment, tu n'en peux plus. Et contrairement aussi aux idées reçues, moi, je pense que ça, c'est aussi pour moi une clé de mon succès, entre guillemets, c'est que vraiment, je me suis entourée dès le début. Et j'entends beaucoup de personnes qui ne se le permettent pas parce qu'ils se disent non, mais c'est trop cher, mais je n'ai pas encore les finances. Et moi, je ne les avais pas encore quand j'ai commencé à demander de l'aide. Et parfois, on peut demander de l'aide gracieusement, parfois, on peut faire des échanges. Parfois, ça ne coûte pas si cher que ça. Un autre entrepreneur qui s'élance et voilà, une assistante virtuelle qui vient de s'élancer, avec quelques heures par mois, elle serait tellement contente, en fait. Et nous, finalement, ça nous décharge tellement de décharge mentale et d'action que nous, on peut mettre l'action là où il faut, c'est-à-dire dans créer du contenu, créer des propositions, créer des programmes de transformation. Et je trouve qu'il y a beaucoup des peurs aujourd'hui chez les entrepreneurs de vraiment commencer à déléguer, commencer à faire une équipe. C'est vraiment très solitaire le chemin. Et pour moi, je pense que j'ai jamais été seule dans mon business. Ouais, c'est, hyper intéressant parce que là, ce que tu nous partages enfin moi, ce que je t'entendais parler, ce qui venait, c'était mais c'est l'abondance. C'est ce côté de,
j'ose demander, j'ose faire des échanges, où tu vois, ben, en effet, au début, on n'a pas énormément. Et en fait, ben, moi, ça me permet d'avoir plus de temps pour faire plus de choses impactantes. Donc, je peux créer plus, je peux générer plus de ressources. Et là, je peux avoir plus de ressources pour embaucher plus. Enfin, et en fait, c'est un cercle vertueux et c'est comme ça qu'on monte. Et en effet, ben, si tu veux tout faire tout seul, ben, on est à la fois, tu sais, on est graphiste, on est à la fois illustrateur, auteur, créateur, financier. Enfin, on peut pas tout être. Et non, mais complètement. Et merci pour ce rappel parce que je me le note à moi-même, tu vois, parce que moi aussi, parfois, je me dis, bah non, mais là, j'ai pas les ressources pour, je peux pas. Et en fait, c'est tout bête, mais juste le fait de déléguer, je sais pas, 1 heure ou autre par semaine, par mois, bah, ça me permet d'avoir 1 heure de plus pour créer quelque chose qui me rapportera encore plus de valeur. Donc, ça vaut le coup, en fait. Mm. Surtout, en fait, ça te fait tenir dans la durée parce que tu protèges ton énergie, tu t'assèches pas à faire des choses que tu aimes pas. Tu vois, si j'avais dû passer des mois à faire des plateformes et à faire les mails et envoyer le truc, tu vois, moi, personnellement, parce que c'est un truc qui me plaît pas, je me serais asséchée. Au bout de 6 mois, j'aurais dit non, j'en ai marre, c'est horrible d'entreprendre, moi, je peux pas. Mais à côté de ça, moi, j'avais quelqu'un qui adorait la technique, qui disait, ah, mais c'est génial, on va monter cette plateforme, on va faire ci comme ça, tu vois. Et oui, parfois, c'est de la chance, on a des opportunités de rencontrer les personnes, mais aujourd'hui, c'est tellement simple, en fait, de se rencontrer sur Instagram et compagnie. Et il y a vraiment quelque chose qui, bah, ouais, c'est un peu comme, je sais pas, pour te donner une métaphore, c'est juste prendre soin de notre terrain pour que ça reste fertile, tu vois, pour que si ouais, pour continuer à donner des fruits, pour continuer à créer des choses qui ne soient pas dans l'assèchement parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on fait des actions qui ne nous remplissent pas, parce que toutes les actions de notre entreprise ne nous plaisent pas. Et donc, du coup, il y en a certaines qui vraiment nous épuisent, en fait. Ouais, et c'est cette vision long terme. Bah, en fait, c'est une vision de CEO, en fait, de chef d'entreprise. C'est je vois à long terme et je sais que je peux pas tout faire toute seule et je sais que j'ai besoin de protéger mon énergie. Je sais aussi que si j'ai plus de temps, je peux avoir plus de ressources pour créer. Ouais, c'est hyper intéressant, hyper pertinent. Merci beaucoup pour ce partage. Et Merci. par rapport à ça, moi, je sais que tu parles de l'entrepreneuriat conscient. Est-ce que c'est ce que tu entends par entrepreneuriat conscient? Comment est-ce que tu définis ce terme et comment est-ce que tu l'appliques, toi, dans ton entreprise et pour ta personne aussi? Mm, mm. Ah, c'est super intéressant parce qu'effectivement, j'appelle entrepreneuriat conscient, mais je pense qu'on pourrait aussi l'appeler entrepreneuriat durable d'une certaine façon, c'est-à-dire de prendre en compte le fait qu'en tant qu'être humain, on n'est pas voilà, une terre qu'on va amener à l'épuisement, tu vois, qu'on va penser aussi en mode cyclique, qu'on va comprendre qu'il y a des phases dans l'entrepreneuriat. Il y a quelque chose de cette vision long terme que tu disais à juste titre. Effectivement, il y a quelque chose d'avoir une vision long terme, de comprendre que c'est quelque chose aussi d'horizontal. Tu sais, aujourd'hui, on a une vision de l'entrepreneuriat qui est comme le système, tu vois, genre l'entrepreneur qui est super performante, qui a une vision et qui fonce dans sa vision. Et c'est ça, c'est une énergie assez masculine qui, oui, il faut aussi avoir ça, mais je pense qu'il y a quelque chose qui peut être plus nourrissant dans l'entrepreneuriat. Tu vois, il peut y avoir quelque chose voilà, de penser long terme, de penser réseau, de penser vraiment de se soutenir. Et une autre chose que moi que moi je mets dans l'entrepreneuriat conscient, c'est deux choses. En fait, c'est déjà de voir comment être entrepreneur nous transforme en tant qu'individu. C'est-à-dire que on a besoin forcément, quand on entreprend, on va avoir besoin de faire un travail sur soi, on va devoir travailler sur notre mindset, on va devoir travailler sur nos peurs, on va devoir travailler sur nos limites, on va devoir travailler sur notre énergie. Donc, pour moi, il y a quelque chose aussi d'entreprendre presque en prenant compte de cet entrepreneuriat comme un processus de transformation de soi pour sortir voilà, ce qu'il y a de mieux en nous sans s'épuiser. Et aussi conscient parce que bah, on n'a pas envie de contribuer non plus à l'ancien système. Donc, on est aussi, enfin moi en tout cas, je suis dans une optique de me dire, OK, comment je peux euh, faire quelque chose qui fonctionne sans répondre complètement au code de l'ancien système avec le type de marketing qu'on faisait avant, en faisant des services qui ne servent à rien en fait, tu vois, mais vraiment de dire, OK, il faut que ça soit utile pour moi en tant qu'être humain, il faut que ça soit utile pour mon équipe, que ça soit durable, ça permet de créer des emplois, entre guillemets, même si les personnes qui travaillent avec moi ne sont pas en CDI, sont encore freelance.
et comment ça peut aussi être utile pour la société, en fait, d'apporter un service qui soit vraiment utile et qui fasse du bien aux gens, en fait. Enfin, du bien dans le sens où, oui, les fasse progresser, qui apporte vraiment de la valeur dans leur vie. Waouh! C'est drôle parce qu'en t'entendant, moi, ce qui me vient, c'est ce côté ramener du yin. En fait, je vois vraiment les énergies féminines et masculines, comme si là, on est un peu dans un truc très masculin, très linéaire, de voici mes objectifs et j'y vais et je suis linéaire, donc j'ai toujours un même taux d'énergie, etc. Et la façon dont tu le décris là, c'est vraiment, mais en fait, ramener de l'énergie féminine, ramener du yin et se rendre compte que c'est cyclique, revenir à l'intérieur de soi pour comprendre comment moi ça me transforme. Quand tu parles de ressources, de nourrir, etc., pour moi, c'est des mots très en lien avec le féminin sacré, ce côté, on est ensemble et on se soutient j'apporte et on m'apporte et en fait, c'est vraiment venir trouver cette balance entre, à la fois, il y a ce côté yang qui est là pour structurer, organiser, qui avance et à la fois ce côté yin qui est beaucoup plus dans le côté, maternant, tu sais, du limite Mhm. d'une entreprise où c'est nourricier. Il faut que moi, ça me nourrisse, il faut moi que je nourrisse, aussi avec, ce que j'apporte et avec les personnes qui m'entourent et que je m'entoure et cetera. Donc, en t'entendant, moi, ce qui me vient, c'est vraiment ce côté yin et yang. Rajouter du sacré, du féminin sacré, du masculin sacré, parce que le masculin, on ne l'élève pas, c'est hyper important, mais pas du masculin Mm. toxique, tu vois, pas ce côté go, on y va, on est toujours linéaire. Non, c'est vraiment ce côté, mais comment est-ce que j'utilise toute cette douceur, cet enveloppement, entre guillemets, du yin et comment je viens le soutenir pour avancer, pour être constant dans on Mm. est là pour durer. Complètement, complètement. Ça me parle beaucoup et j'ai rencontré aussi on va dire, d'autres types de problématiques où, par exemple, en parlant de cette énergie yin ou maternante un petit peu, moi, j'ai eu des périodes difficiles dans mon entreprise où je sentais que je donnais beaucoup à mes clients, je donnais beaucoup à ma communauté, je donnais beaucoup à mon équipe, où j'avais l'impression, en fait, de m'assécher un petit peu moi. Et du coup, j'ai dû aussi travailler sur ça pour me dire, OK, non, en fait, il faut que je remplisse ma coupe pour pouvoir être dans ce côté yin et ce côté maternant qui me plaît, enfin, en tout cas, dans ce côté générosité, arroser un peu les plantes, tu vois, partager, mais il faut d'abord que ma terre, elle soit, voilà, que je prenne soin de moi, de tout ça. Donc, il peut y avoir des excès, comme tu disais, dans le masculin toxique, mais aussi dans le féminin, peut-être qui est trop soit trop dans la passivité, soit dans le trop donné, et qu'en fait, tout est, effectivement, j'ai l'impression que c'est vraiment un processus d'équilibre. Mm. Ouais. Et le processus d'équilibre, comme tu me dis, c'est drôle parce que à Bali, moi, je sais que c'est le mot qui m'est resté. On était chez un hôte, donc chez une famille, etc. Et on a beaucoup discuté avec lui et souvent, il disait ce mot balance pour tout, tu Mm. vois, que ce soit le bien, le mal, que ce soit trop, pas assez, la spiritualité, mais aussi le côté sombre, la lumière. Et en fait, souvent, il me disait le mot balance. Et en fait, et il avait, tu sais, je sais pas si c'est tous les Balinais, mais j'ai l'impression que c'est ce côté, les choses ne sont pas, tu sais, on en parlait aussi en début d'épisode, je ne subis pas les choses. En fait, c'est la balance. Bah oui, il y a beaucoup de lumière, etc. Mais s'il y a beaucoup de noirceur, c'est pas que c'est mal. Et il était complètement OK avec ça. C'était ce côté, mais non, c'est OK, c'est la balance. Et je trouve que c'est une très grande leçon que je suis en train d'intégrer. Et c'est exactement ce que tu es en train de nous délivrer là, pardon. Ce côté, je trouve l'équilibre et je ramène de la balance et c'est un peu des deux. Et tu vois, là, le concept de balance, c'est jamais droit, enfin, c'est jamais équilibré. Je suis toujours en train de rajuster, ah, un peu là, un peu là. Et c'est comme ça qu'on avance, en fait. Je suis complètement, complètement d'accord avec toi. Et moi, je trouve ça génial. Effectivement, à Bali, il y a vraiment ce côté, on nourrit les démons et on nourrit les dieux. Et vraiment, ils sont vraiment, en fait, on accepte l'obscurité, on accepte, si on veut de la lumière, on accepte aussi qu'il y ait de l'obscurité. Et comme tu dis, je suis d'accord avec toi, en fait, on n'arrive jamais à l'équilibre idéal. Et l'équilibre, c'est en fait l'acceptation de perdre l'équilibre de temps en temps. Parfois c'est trop yin, parfois c'est trop yang, parfois c'est trop... Et en fait, on avance comme ça finalement en perdant l'équilibre. Donc, autre clé du succès, c'est vraiment ce côté accepter ce déséquilibre. Et c'est ce que tu nous disais là à l'instant où tu disais, je me suis rendu compte que j'étais trop dans l'yin et donc j'ai réajusté.
Et donc, tu sais, tu n'étais pas dans le oh là là, bah, je suis trop dans l'in, mais qu'est-ce que je vais faire? Et mais non, c'est je l'accepte et je réajuste. Et bah, après, peut-être que tu seras un peu plus young, un peu plus. Enfin, et en fait, on avance comme ça, quoi. Absolument. Waouh. Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est le sujet du voyage, parce que tu es une grande voyageuse, tu es nomade, et d'ailleurs, quand tu t'es présentée, tu nous le disais, enfin, c'est voilà ce côté très, très libre finalement. Et moi, j'aimerais savoir, là, tu vois, on parlait d'entrepreneuriat. Comment est-ce que toi, tu arrives à concilier le travail, mais aussi le temps pour toi, et notamment bah, le temps pour toi parce que tu es en voyage. Donc, il y a encore plus cette envie de voir, de découvrir, de sortir. Donc, comment est-ce que tu trouves cette balance, justement? Encore une question d'équilibre, comme on a dit tout à l'heure. Oui, écoute, moi, ce qui est vrai, c'est que quand je me suis lancée, je pense que dans mon envie d'entreprendre, il y avait cette envie de liberté et il y avait cette envie aussi de partir parce que j'ai vécu longtemps en France. Pour moi, c'était un peu beaucoup, 12 ans à Paris. Et en fait, à la fin, j'en avais un petit peu marre. Je voulais voyager. Donc, dès que j'étais libre, que j'étais entrepreneur, j'ai commencé à voyager. D'ailleurs, mon premier voyage, c'était en Thaïlande et à Bali. Mmh. Et depuis, en fait, et ça, c'était en 2019. Donc, en fait, depuis, voilà, j'ai pas eu de maison fixe de plus. Maximum, je suis restée quand même un an au Guatemala avec d'autres voyages au milieu, des choses comme ça, mais ça reste quand même assez nomadisme long terme. J'ai envie de te dire, c'est exactement comme on a pu parler avant. C'est-à-dire que c'est en perdant l'équilibre finalement que j'ai trouvé aussi mon équilibre. C'est-à-dire, je suis passée par des périodes où effectivement, bah, la première fois que j'étais à Bali, j'étais en train de lancer mon entreprise, mais bien évidemment, avec tout ce qu'il y a à faire à Bali, bah, j'avais envie de visiter, de me reposer. J'avais vraiment cette énergie de relâchement. Donc en fait, je me suis beaucoup reposée, puis j'ai dû un petit peu foncer sur, voilà, et faire un peu plus de travail. Aujourd'hui, après toutes ces années d'expérience, j'ai l'impression que j'arrive à concilier les deux. Dans- Parfois, j'ai des périodes où il y a beaucoup de travail. Et en fait, aujourd'hui, j'ai perdu, si tu veux, le FOMO ou la peur de manquer une visite ou de pas aller. Il y a quelque chose que j'ai fait aussi un peu, on va dire, j'ai accepté que je ne vais pas tout voir dans un pays et que mon objectif, c'est pas de tout connaître, de tout voir, déjà, pour commencer. J'ai envie, moi, quand je voyage, j'ai envie de me poser quelque part et de sentir la vie de tous les jours, de voir les gens, de vivre dans un quartier, d'observer un peu la vie, voilà, la vie classique. Donc, je suis moins dans les excursions, le tourisme. Et du coup, j'essaye, il y a des périodes où je travaille beaucoup et ça me coûte un peu, ça me pèse de ne pas assez voyager. Et puis après, dès que je peux, je me mets vraiment 10 jours de vacances où je vais partir et faire une excursion ou faire un voyage pour découvrir. C'est vraiment une question d'équilibre aussi et d'accepter qu'il y a des périodes. Voilà. Bah, merci de le dire, merci de le souligner parce que c'est pas toujours. Enfin, moi personnellement, dans mon cas, tu vois, j'ai pas toujours de la facilité à le comprendre. Ou parfois, bah, quand je suis en voyage, je vais culpabiliser parce que je me dis, ah, mais j'aurais voulu avancer. Et après, si je travaille, bah, je vais culpabiliser parce que je me dis, ah, mais je vois pas le pays. Et en fait, bah, là, par exemple, ça me l'a fait à Bali. C'était un moment, j'ai accepté en me disant, bah, je verrai pas tout. Et ça m'a limite rassurée en me disant, bah, super, ça me fait une super autre occasion de revenir. Donc, euh, ouais, c'est ça, en fait. C'est accepter que c'est pas toujours équilibré et accepter que on est toujours dans cette quête perpétuelle de balance, d'équilibre. Et parfois, ce sera un peu plus l'un, parfois un peu plus l'autre. Et j'ai beaucoup aimé aussi quand tu disais, bah, il y a des moments où j'ai beaucoup travaillé, mais après, je m'accordais 10 jours de vacances. Et tu vois, ça vient comme compenser que... parce que moi, j'étais beaucoup dans... bah, j'essaie de faire les deux en même temps, mais ça, je crois que ça marche pas trop. C'est plus difficile en fait. Si on pense qu'on va travailler 2 jours et puis se reposer un jour, en fait, ça permet pas forcément d'avoir une sorte de suivi ou de focus. Donc effectivement, moi, j'ai plutôt tendance à avoir des périodes de travail et puis des périodes de repos, en me disant que dans les périodes de travail, en fait, ce que j'essaye, c'est de profiter de ce que le pays a de beau à m'offrir, tu vois. Donc, si par exemple à Bali, bah, on s'est retrouvés la première fois qu'on s'est rencontrés, on était dans un coworking au milieu des rizières. Donc voilà, je ne vais pas aller dans un coworking avec de la clim fermée dans un bâtiment. Je vais aller dans un espace qui est déjà
dans le cadre du travail, va me ressourcer. Quand j'étais au Guatemala, j'avais une maison qui était en face du lac Atitlan. Donc, je bossais en regardant le lac. Il y avait quelque chose de très nourrissant. Et je veux profiter des choses qu'il y a. Par exemple, au Guatemala, je faisais souvent des cérémonies de cacao. Le soir, une fois que j'avais fini de travailler, j'allais faire ma cérémonie de cacao. Ici, je fais souvent le massage, les saunas. En fait, c'est comment on peut apporter un peu de bien-être et des choses qui nous plaisent du pays tous les jours, sans que pour autant, ça soit, aller faire des excursions tous les 2, 3 jours, mais voilà, des périodes de travail, mais qui soient ressourçantes en même temps, et puis des périodes de vacances où, en fait, on coupe complètement avec les réseaux, avec les choses à faire, et on se donne l'autorisation d'être vraiment en voyage, tu sais, vraiment libre. Et pour en revenir à mon sujet du yin et du yang, et vraiment, en fait, notre échange, c'est vraiment ce qui ça m'inspire. C'est, tu vois, quand tu vois le symbole yin et yang, il y a le petit point il y a à la fois moitié-moitié, mais il y a le point. Et en fait, quand tu dis, je travaille, mais je suis quand même dans un environnement ressourçant, où j'ai cette vue quand même, où le matin, je fais quand même mes massages ou la cérémonie, c'est ce petit point, en fait. C'est, OK, je suis dans ma période de travail, mais il y a quand même un peu de local, malgré C'est tout. ça. Mm, mm. Et en plus, et de l'autre côté, quand on voyage et qu'on est complètement, on a laissé l'ordinateur de côté, c'est aussi des espaces où en fait on peut avoir des super idées. Il faut pas tu vois, s'interdire d'avoir son cahier et de noter toutes les idées qu'on va avoir pour notre business parce que justement on a relâché complètement les choses à faire et on va peut-être avoir des idées de business, des choses. Donc c'est aussi cool d'en profiter. Ah ouais, complètement. Et par rapport au voyage, toi, tu vois, tu parles beaucoup, enfin, je sais que tu as entrepris beaucoup de voyages très tournés vers la spiritualité. Et de façon générale, enfin, quand je vois les voyages que tu fais, c'est dans des pays qui sont très ouverts à ça, que ce soit Bali, la Thaïlande, en Amérique du Sud, etc. Est-ce que toi, tu aurais à nous partager un ou plusieurs grands apprentissages que tu as pu faire à travers ces voyages autres que, j'allais dire, autres que l'entrepreneuriat, qui a un voyage transformateur aussi? Complètement, ouais, c'est vrai. En fait, c'est ça, ma vie est un voyage, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou vraiment physiquement. C'est ça. Écoute, je pense que effectivement, les endroits que je choisis pour voyager, à part l'Argentine et la France, qui sont des espaces pour moi où j'ai surtout des proches et des personnes que j'aime, je vais effectivement aller dans des espaces qui sont plutôt ouverts, où il y a une sorte de mouvance ou des communautés qui sont intéressées par la spiritualité, des propositions dans ce sens. Les principaux voyages, pour dire ça, moi je les vois comme ça serait Bali. J'étais au Pérou aussi, plutôt dans la jungle, le Guatemala, au lac Atitlan, et puis un peu le Mexique aussi, du côté de Tulum, qui a aussi un peu cette énergie-là. Et en fait, je choisis les espaces, ces endroits-là comme ça, parce qu'il y a cette ouverture, mais je ne sais jamais exactement qu'est-ce que je suis en train de chercher. En fait, je le découvre sur place. Ouais. Parce que pour moi, il y a déjà sur place, en fait, il y a des énergies qui vont être très différentes. Et en fait, c'est ça, je peux le dire aujourd'hui hein, avec le recul, c'est que chaque lieu m'a fait travailler sur une partie de moi, mais sans que je le sache forcément. Et pour moi, je suis sûre que c'est un lien avec l'énergie du lieu, déjà. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Il n'y a rien à faire, en fait. Il y a juste à se transporter dans cet espace et les choses vont se faire d'elles-mêmes. Donc, il y a déjà ça. Et ensuite, oui, moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, aussi. Alors, à Bali, ça va peut-être être le cas aussi, mais tu vois, au Guatemala, par exemple, la culture maya était très présente et du coup, les cérémonies des cacao. Et au Mexique, tout ce qui était, j'ai découvert une école pour être facilitatrice en rite de passage. Donc, j'utilise ces espaces aussi, ces voyages, pour aller me rapprocher des formations ou des personnes qui vont aussi peut-être me faire connecter avec certaines choses. Tu vois, par exemple, au Guatemala, j'ai beaucoup connecté avec le cacao. Au Mexique, du coup, j'ai fait cette formation. Bon, au Pérou, je suis allée faire des retraites de plantes médecine. À Bali, j'étais en train de réfléchir, bon, est-ce que je fais une formation, quelque chose? Pour l'instant, je ne suis pas sûre, mais il y a comme aussi profiter du lieu pour me rapprocher d'une pratique, d'une culture, tu vois, essayer de sentir un peu et de vivre, en fait, tout simplement, de vivre des cérémonies de cacao, de vivre je sais pas, des kirtans ou de vivre, en fait, ces expériences-là. Et puis, voilà, et puis comme je dis, la transformation, elle s'est faite un peu toute seule. Là, je comprends au bout de quelques mois, ah, ok, je sais pourquoi je suis ici. Et je sens qu'il y a quelque chose qui se transforme en moi. Donc,
ce que je pourrais retenir de tous ces voyages, c'est en fait, beaucoup de ce que je fais m'inspire énormément dans ce que je dois partager, dans ce que je choisis de partager sur les réseaux sociaux, en tout cas en astrologie. Pour moi, toutes les expériences que j'ai vécues m'ont permis aussi d'avoir de nouvelles compréhensions de la vie et de nouvelles compréhensions que je peux aussi, euh, tu vois, articuler avec l'astrologie pour mieux même maîtriser mon art, entre guillemets, mon outil. Je sens que je le comprends mieux parce que j'ai vécu des expériences spirituelles, ou je ne sais pas comment les dire, que je les ai incarnées, que je les ai senties dans le corps. Ça me permet de transmettre mieux l'astrologie pour moi. Et ça nourrit, ça nourrit généralement tous mes partages, en fait. Donc, je dirais que c'est ça surtout. Ouais, c'est ce côté très nourricier. Et par rapport à ce qu'on disait au tout début, c'est aussi se connecter, le fait de se connecter, toi, mais aussi à ton environnement, mais aussi au monde qui t'entoure, aussi à la partie de toi, tu sais, qui est un peu plus, enfin, la partie évoluée, etc. Et c'est ça, en fait, c'est tu nourris et ça te permet de nourrir et cercle vertueux, encore une fois, on est... Et transformation, je me transforme, ça me permet de, de continuer à apporter des choses encore plus profondes, etc. Et ouais, c'est beau. Et si je devais, c'est magique, mais si je devais dire mon écueil principal dans tout ça, c'est que j'ai eu des périodes aussi où j'ai été trop en transformation, j'étais trop en introspection, j'étais trop en guérison. Et il y a un côté où on peut aussi perdre la légèreté, la joie de vivre, tu vois, juste un côté très léger. Donc, pareil, j'ai dû apprendre à balancer, à équilibrer. Et Vraiment. je vois quand je suis voilà, dans le travail personnel à fond et que je suis trop dedans, et dire, OK, il faut aussi lâcher, il faut aller faire quelque chose qui est vraiment sans enjeu, ni de guérison, ni de rien. Mais pareil, parce que je suis passée par ces déséquilibres-là, en fait, que finalement, aujourd'hui, j'ai l'impression de me rendre compte aussi quand je vais trop dans l'un ou trop dans l'autre. Parce que tu vois, en Argentine, quand je retrouve mes amis, je fais la fête pendant 3 mois non-stop et je me dis, oh mon Dieu, là, il faudrait quand même que je me calme. Tu vois. Donc, il y a vraiment ce côté, un extrême, autre extrême, et puis trouver l'équilibre petit à petit. Ouais. Et tu vois, à travers tes voyages, à travers tes partages, donc c'est très profond, je trouve, ce que tu communiques. Et c'est souvent aussi très spirituel. Et tu vois, il y a aussi, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait, c'est que dans ce que tu incarnes, tu le fais de façon très naturelle. Mais tu parles d'astrologie et tu vas aussi parler de ces voyages transformateurs, tu vas aussi parler de toute cette spiritualité qui t'entoure, etc. Et je me demandais comment est-ce que toi, est-ce que c'est facile pour toi et comment tu le vis? Parce que je sais que souvent, on peut rencontrer, enfin moi je le vois en coaching, des personnes qui ont beaucoup de difficultés à oser mettre en lumière ces parts d'elles, à oser parler de certains sujets, à oser dire, ben oui, je suis très connectée à certaines choses, à une certaine spiritualité. Et tu sais, c'est par peur du rejet, par peur de critique. C'est pas facile tout le temps à assumer, mais pour toi, j'ai l'impression que c'est complètement naturel, inné, qu'à aucun moment, il y a une question de cet ordre qui s'est posée. Tu sais, c'est hyper fluide. Et j'aimerais savoir comment toi, est-ce que tu le vis et comment tu fais pour l'incarner aussi naturellement, finalement, cette spiritualité. Merci pour cette question. Alors, je pense qu'il y a deux choses un peu différentes à moi. D'un côté, il y a mon outil avec l'astrologie, où je pense que j'ai eu des blocages, bien sûr, au début, tu sais, après avoir fait Sciences Po avec tous mes potes qui étaient tous en train de devenir énarques ou en train de travailler dans les Nations Unies. Et moi, je vais devenir astrologue, tu vois. Il y avait quelque chose où je me suis dit, mon Dieu, mais ils vont me juger, c'est un truc de fou. Mais en même temps, j'étais tellement passionnée, je trouvais tellement de sens, et je pense que j'ai une certaine intelligence qui peut aussi un peu justifier, je ne sais pas comment expliquer, mais j'arrivais à leur faire comprendre l'intérêt. Tu n'es pas obligé de croire, mais sans croire, ça peut te servir à ça, non, 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 non. Donc je pense que comme j'arrive ouais, à manier la pensée, je ne sais pas comment expliquer, j'arrivais à me dire, OK, ils vont comprendre pourquoi je m'intéresse à ça. En fait, je sais expliquer pourquoi je m'intéresse à ça. Ça, c'était au début. Mais j'avais du mal aussi à me positionner. Et puis à un moment, je me suis dit, mais
c'est ce que j'aime. Tu vois, ça naît du cœur. Donc, au bout d'un moment, je veux partager et tant pis. Et en fait, en faisant ça, déjà en parlant plus de ce genre de choses, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais imaginé, que les gens allaient me prendre pour une fille hyper perchée, qu'est-ce que je faisais, c'était n'importe quoi. En fait, beaucoup de personnes ont résonné tout de suite, beaucoup de personnes m'ont encouragée. Et je pense qu'on a parfois peur de montrer des parties de nous, mais qu'en fait, quand on les montre, on est étonné du fait qu'il y a plein de personnes qui trouvent ça génial. Et ceux qui ne trouvent pas ça génial, c'est toujours un peu les mêmes. On imagine déjà qu'ils ne vont pas aimer ou qu'ils vont trouver ça perché. Et puis, enfin, tu vois, c'est bon. Enfin, au bout d'un moment, j'ai arrêté de me justifier. Après, sur mon compte personnel, je parle moins d'astrologie et je parle plus de mes expériences. Et je pense qu'il y a ça chez moi, c'est que, ok, l'astrologie, j'en parle comme un savoir que je maîtrise, que j'expérimente. Tu vois, il y a un côté un petit peu d'expertise. Mais dans la spiritualité en général, pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience, en fait. Je parle de mes expériences. Et donc, mes expériences sont mes expériences. Donc, je n'essaye pas de dire que c'est une vérité. Je n'essaye pas de faire croire ou penser que ma spiritualité est plus vraie que quelqu'un d'autre. En fait, je parle de ce que je sens, de ce que je vis. Et à partir de là, pour moi, il y a quelque chose qui est... voilà, ceux qui veulent penser que c'est une folie, bah, c'est une folie pour eux. Ceux qui trouvent une résonance, il y a une résonance pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose qui est très ouais, incarné. Et du coup, pour moi, qui ne se prête pas à débat, en fait. On ne va pas débattre, moi, c'est ce que je ressens, et point, en fait. On ne va pas me dire que ce n'est pas ce que je ressens, parce que c'est ce que je ressens. Après Oui. qu'il y ait des gens qui n'aiment pas ça, bah, c'est leur problème. En fait, c'est ça, c'est qu'à travers tes partages, finalement, tu parles de toi. Et en parlant de toi, ben, on n'a rien à y redire, parce que en effet, on va pas débattre sur ce que tu ressens. Et il y a une chose, moi, qui m'a marquée dans ce que tu me disais là, c'est ce côté, quand tu t'es ouvert et quand tu t'es dit, bon, bah, peu importe, il y a des personnes qui adhèrent, d'autres non, bah, tant pis, moi, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me passionne. Et presque, c'est plus grand que moi, en fait. J'ai envie, j'ai besoin d'en parler. Et que des personnes auxquelles on ne s'y attendait peut-être pas, mais ont beaucoup résonné. Moi, ce qui m'a, je sais pas, ce qui m'a interpellée, c'est comme si tu avais ouvert la voie et que le fait de te permettre, toi, de dire, ben voilà ce en quoi je crois et voilà comment je vois les choses, ben, là où tu pensais que des personnes allaient te dire, mais en fait, elle est perchée, et ben ça leur a, comme, tu sais, tu t'es autorisé et donc ils s'autorisent aussi à se dire, ah, mais moi aussi, je pensais pareil, mais j'osais pas forcément le dire, le faire, et merci de le faire parce que maintenant, ça m'ouvre la voie, en fait, et je peux moi aussi m'autoriser. Complètement. Mhm. Ouais. Surtout en fonction des milieux dont on vient, s'il y a des milieux qui sont très, voilà, où les personnes justement essayent d'adhérer ou de paraître un petit peu ou de se ressembler au groupe, en fait, qu'il y a une personne qui sorte du lot ou qui se montre un peu différente, bah, ça, ouais, ça remet un peu d'air, ça fait que oui, d'autres personnes puissent assumer aussi. Ouais. Et ben, merci pour ça, merci. Merci beaucoup, Luciana, pour tous tes partages. C'était tellement riche. J'ai adoré cette discussion que j'ai trouvée hyper profonde, mais à la fois très légère. Tu sais, c'est balance. Merci Tracy, j'ai adoré aussi. Et j'ai une dernière question pour toi. Donc, mon podcast s'appelle Oser briller. Et j'aimerais te demander qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs pour soit oser, soit briller, ou soit oser briller. Alors, moi, j'ai l'impression que quand on se montre pas, c'est qu'on est dans la tête, on est dans le mental, dans les pensées, on a des peurs qui sont très mentales. Et moi, il y a une phrase qui m'a accompagnée depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat jusqu'à aujourd'hui, qui est l'action soigne la peur. Et donc, et une autre qui est dans le doute, fais n'importe quoi. Et c'est deux phrases qui sont très décomplexantes, c'est-à-dire que il n'y a que l'action, en fait, il n'y a que le fait de se mettre en action qui peut vraiment nous permettre de savoir ce qu'on a envie de faire et de savoir si les gens adhèrent ou pas et d'avoir du soutien en fait, la magie, pour moi, se passe vraiment dans l'action. Quand on ose faire des choses, même que ce soit une petite chose, une petite story où on dit quelque chose qui nous est cher qui est cher à notre cœur, un post, un partage, quelque chose, en fait, peu importe, mais la mise en action permet en fait de débloquer les peurs. Parfois, il peut y avoir des choses qui nous font encore plus peur, mais on continue à agir et ça débloque. Donc moi,
oser briller, pour moi, c'est juste passer à l'action avec ce qui vivent en nous, en fait. De toute façon, si on a un élan à l'intérieur, c'est juste ce qu'on peut juste enlever le petit blocage ou la petite résistance parce qu'on a tous un élan de vie en nous. Donc, c'est juste laisser sortir cet élan de vie sans vouloir briller ou sans penser que le résultat doit être brillé. En fait, ça s'est fait tout seul hein, parce que juste on partage notre élan de vie. Waouh, j'adore, magnifique, merci. Merci. Merci beaucoup. C'est rien à rajouter. Parfait, magnifique. Merci. Merci Luciana. Où est-ce que on peut te retrouver? Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Alors, sur le compte Instagram Bulletin des étoiles, premièrement, vous pouvez aller sur la partie ressources gratuites et il y a plein de masterclass, des podcasts, plein de choses voilà, pour découvrir un peu mon univers. Et ensuite, j'ai un programme qui s'appelle l'École Astro Coaching pour les personnes qui ont envie de faire toutes ces découvertes de soi-même à travers l'astrologie. Ce n'est pas une formation d'astrologie, c'est vraiment un programme de développement personnel à travers l'astrologie ou grâce à l'astrologie. Et puis, je fais des masterclass tout le temps. Il y a, voilà. Si vous êtes dans la newsletter ou sur Instagram, vous allez voir toutes les propositions. Magnifique. Eh bien, je mettrai ces liens-là dans la description. Merci beaucoup. Merci Merci à toi. pour d'être. J'allais dire pour tes partages, mais c'est même pas ça. C'est merci d'être toi et de d'incarner qui tu es, parce que juste en étant toi, bah, ça nous fait tous du bien. Donc merci. Merci Tracy, à toi aussi. Merci de m'accueillir dans cet espace où je peux être justement et d'avoir créé voilà, ce temps et cet espace pour pouvoir mettre en lumière notre authenticité. Ouais, c'est magnifique. Bah, merci encore et on te dit à très bientôt. À bientôt.